Pou sur l'autopromotion et la coopérative d'habitants. Comme d'habitude, on va enregistrer la séance. Donc, si vous avez un souci avec ça, vous pouvez éteindre votre caméra ou voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de l'autopromotion et la qualité de vie. Et pour cela, on a notre première séance en français. Et nous sommes heureux d'avoir Rabia Henkel de la Courtoisie urbaine et Marin Trian du groupe immobilier Lamotte avec nous, qui vont nous présenter deux projets de français qui sont très intéressants. Donc, on va voir ça. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu deux, trois exemples du Luxembourg. Et la dernière fois, on a vu trois exemples de l'Autriche et de la Suisse, où il s'agissait plutôt de la mixité de fonctions. Et donc, voilà, je vais donner la parole directement à Rabia Henkel. Hop. Avec plaisir. Je vais partager mon écran. Vous voyez bien? Oui. Super. Alors, moi, je vais juste essayer de réduire si j'y arrive. Parce que moi, je ne vois pas bien parce que j'ai les écrans. Pardonnez-moi. Comment je peux retirer ça? Si, ça y est. Hop. Voilà, parfait. Donc, je ne vous vois plus, mais c'est bien que je vois mes slides. Tac, tac. Donc, notre approche avec Marin, d'abord, on présente à deux parce que on a une belle référence commune avec le groupe Lamotte et donc pilotage Marin Trian à Nanterre, qui un peu, pour nous, illustre bien une alliance citoyenne, collectivité territoriale et opérateur privé. Et donc, c'est pour ça que c'est, je pense, intéressant qu'on la présente à deux voix. Et puis, il y a un autre projet qui est plutôt vraiment autopromotion au sens juridique, financier, enfin, du terme, qui est le champ Foulon. Et vous allez voir un peu le ton qu'on a souhaité donner. On est plus sur un récit de projet, même si on va parler un peu technique. Mais parce que dans notre approche, le récit humain et social est vraiment l'assise pour construire après le montage technique, juridique, financier, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu sous-titrer récit de projet plutôt. Très rapidement, c'est pas pour faire notre publicité, mais c'est aussi, ça explique aussi un peu nos modes opératoires. Il faut savoir que j'ai fondé Courtoisie Urbaine il y a 12 ans maintenant et j'étais promoteur immobilier avant. Donc, c'est pas, je tiens vraiment à le rappeler parce que j'ai été un heureux opérateur privé. Donc, il n'y avait pas de souci éthique ou de façon de faire et tout ça. C'est juste que je voyais un petit peu les limites de ce qu'on faisait et tout ce qu'on ne faisait pas. Parce que justement, la maîtrise d'ouvrage privée ne permettait pas en fait d'aller plus loin sur des aspects d'écoute et de servir vraiment le besoin qui est assez volatile et que en fait entre les premières études programmatiques et la livraison, assez souvent on est vraiment à l'écart et assez souvent on est aussi un peu en décalage entre le contenu humain et social du projet immobilier. Donc, courtoisie urbaine, c'est vraiment un idéal. Donc, par définition, c'est pas quelque chose qui est facile à atteindre, voire on ne l'atteint jamais. Donc, on est tout le temps en train de se rechercher, de se réinventer pour se rapprocher de cet idéal qui permet de construire des lieux à vivre, donc au sens travailler, habiter, rencontrer, rendre service, recevoir un service, etc. Et l'aspiration majeure est de porter en fait dans le mode opératoire des temps de projet qui ne sont pas des temps de prescription ou de temps d'excellence technique, mais plutôt des temps d'écoute et d'implication en fait des futurs, donc des destinataires de l'ouvrage, de les impliquer pour que en fait on accuse réception de leurs besoins, de leurs attentes et au passage, on leur reconnaît en fait une expertise qui est, ils sont experts, pas techniques, mais experts de leur mode d'habiter, experts de leur modèle social, etc. Et en faisant ça, ça permet de ralentir au départ, mais on arrive à point
comme le dit bien l'adage, et révèle aussi le contenu humain et social d'un projet immobilier qui est quand même la base, quoi. Donc, construire un immeuble, c'est pas juste quatre murs et du foncier, c'est des gens qui vont construire en fait qui vont se connecter et construire en fait leur propre sociabilité. Donc ça, et c'est pour ça que dans le champ d'action, on fait comme tout le monde, on apporte de l'expertise technique et tout ça. Mais avant cela, la base, c'est de construire l'adhésion et l'envie de faire ensemble. Donc tous les gens qu'on va coopter au départ et qui vont être les futurs utilisateurs de l'immeuble, ils ont envie d'être là, ils ont été cooptés, on leur a donné envie, ils ont adhéré à ce modèle-là. Le deuxième point, il faut les former. Ils ne sont pas experts en arrivant et donc on les rend capables de prendre part à cette dynamique de projet. Et enfin, il faut mettre des outils qui permettent d'articuler cette aspiration humaine de départ et comment après elle prend forme dans un programme immobilier puisque notre objectif, c'est quand même de construire un ouvrage et de le faire fonctionner correctement à la suite. Une fois qu'on a dit ça, on voit que au départ, en 2012, je pensais qu'on fera que du résidentiel, mais en fait, c'est un peu, je vois que c'est un peu aussi votre, je crois, le sujet du colloque d'avant. Aujourd'hui, c'est fini cette ségrégation, ou voilà, il y a l'endroit où habiter, où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on produit, où est-ce que je me forme, etc. Donc aujourd'hui, on quitte de plus en plus en fait les projets 100% résidentiels. On va vers des espaces comme là, une maison maraîchère, on va vers le logement locatif social, on va vers des quartiers, la fabrique de nouvelles copropriétés. On travaille sur de la rénovation participative, puisqu'aujourd'hui, on voit arriver en fait des commandes où ils veulent que ce qu'on projette sur la construction neuve puisse aussi se dérouler, s'exprimer dans des projets de rénovation comme ce que vous voyez sur l'écran. Là, c'est un immeuble de grande hauteur, 180 logements, et là, c'est une réhabilitation donc participative en site occupé. Et puis, les récentes commandes, et c'est passionnant, on voit arriver aujourd'hui des résidences seniors, donc ce qu'on appelle en France les EHPAD, des établissements donc d'accueil de personnes âgés, voire très âgés aujourd'hui, en perte d'autonomie. Et ces lieux qui, pendant des décennies, ont été pensés comme des centres médico-sociaux, veulent devenir des lieux de vie dans lesquels, en fait, il y a plus d'écoute aussi et on apporte une valeur domiciliaire et une valeur d'usage aussi dans ces espaces-là qui deviennent aussi, au passage, des lieux de service dans la cité. Et on est toujours comme aujourd'hui sur toujours des temps de transmission et de formation. Donc, il est question aujourd'hui d'habitat participatif et c'est toujours bien de savoir de quoi on parle en parlant d'habitat coopératif, d'habitat participatif. En France, c'est pas comme en Suisse, l'habitat coopératif, il se confond avec l'habitat participatif. Je ne sais pas si vous êtes au fait, mais les projets d'habitat coopératif en Suisse, du moins en Suisse romande, c'est pas forcément participatif. C'est-à-dire il y a des financements participatifs, et c'est un montage coopératif, mais il n'y a pas cette participation et cette écoute forcément des modes d'habiter, etc. Euh, Aujourd'hui, en fait, comme on parle pour des projets français, il faut vraiment poser la question, qu'est-ce que l'habitat participatif en France? Parce que on a vraiment notre propre histoire par rapport en fait à ce. D'ailleurs, c'est un mouvement. En fait, c'est pas un montage, c'est vraiment un mouvement. Je vais vous montrer qui a suivi en fait des hauts et des bas, etc. Et qui a vraiment son essor a été surtout post-mai 68. Donc là, c'est l'affiche que vous voyez, cette notion de démocratie participative, de participation, de prise en main, de pouvoir d'agir citoyen. Et donc, c'est là où on le voit ici. Donc, en fait, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est un mouvement qui a vraiment existé, qui produisait énormément en fait en France. Et puis dans les années 70, il y a eu ce qu'on appelle la loi Chalandon en France,
qui a reformé en fait la maîtrise d'ouvrage privée et qui, au passage, comme souvent, quand il y a des acquis, assez souvent, on dégrade d'autres. Et en fait, là, tout en réformant et en sécurisant la maîtrise d'ouvrage privée, bah, en fait, on a demandé aux coopératives d'habitants de se conformer aussi aux mêmes exigences qu'on demandait à un opérateur privé qui construit pour les autres. On a demandé aussi aux coopératives d'habitants qui construisent pour elles-mêmes, qui livrent à elles-mêmes, on lui a demandé les mêmes conditions de garantie de sécurisation bancaire. Et c'est là où il y a eu un grand fléchissement du mouvement parce que c'est des produits financiers et assurantiels auxquels en fait les particuliers n'accédaient plus. Et donc, il y a cette descente vraiment assez flagrante dans ce mouvement-là. Et après, quand même le mai 68, est resté un petit canal qui a continué à ronronner. Donc là où avant, ici, on était sur un mouvement qui était un peu pluriel et qui touchait beaucoup de groupes sociaux, en fait, après, en 1970, avec mai 68, finalement, il n'y a qu'un groupe social militant, très à gauche, qui a gardé en fait ce mouvement-là un peu comme ça, Iron Run. Ça n'est plus vraiment une grande voie de production de logements. Et qui a en fait ce groupe social, il a un bagage culturel, il a un capital aussi financier qui lui permet en fait de se retirer de toutes les exigences qu'on lui demande. Et c'est lui en fait qui a tenu le mouvement un peu comme ça, qui restait faiblard, hein, mais qui a fait qu'il ne s'est jamais éteint totalement. Et c'est pour ça que en France, en fait, l'habitat participatif, il est très lié au mouvement écologique et social, au vert, par exemple, écologie, les verts et tout ça, parce que c'est vraiment devenu son espace social quasi natif après les années 70. Et les opérations qui ont réussi à sortir, ça reste des petites opérations et elles sont souvent, en fait, si elles sortent, c'est grâce à vraiment à une démarche hyper militante, à des architectes pionniers comme les Crolles, les Belges, comme Bouchin qui étaient dans leur lignée et d'autres architectes un peu, voilà, des jeunes qui sont un peu issus de cette génération-là. Et puis, petit à petit, on a eu la loi Allure en 2014. Nous, on l'a vraiment vécu parce que Courtoisie urbaine existe depuis 2012 et on a vu en fait en l'espace de 3 ans, grâce à la loi Allure, je vais vous montrer un peu les limites, mais aussi les acquis de cette loi tout à l'heure. La loi Allure, en fait, elle a permis, sans nous donner vraiment des outils, sans contrer les freins qui existent toujours pour ce mouvement d'habitat participatif, elle a quand même vulgarisé, c'est-à-dire on commençait, nous on a été sur des plateaux télé à une grandeur d'écoute pour parler d'habitat participatif, il y a eu plein d'ouvrages qui ont été édités, ça a vulgarisé et les habitants, et en plus ça correspond à un début de tension vraiment sur le logement et sur en métropole, l'accès au logement et tout ça, et le mouvement pour nous, aujourd'hui, très clairement, il quitte progressivement son espace politique natif et on n'est plus du tout, en fait, comme une petite voix comme ça qui anti tout. On est plutôt sur un mouvement, en fait, qui croise aujourd'hui un peu les acteurs traditionnels de l'immobilier. On a une grande diversité vraiment sociologique. On a tout. On travaille sur toutes de très à droite à très à gauche, qui sont un peu comme ça notre réalité politique en France, et qui est plus vraiment seulement sur un modèle écologique et d'excellence écologique. On commence aussi, surtout avec la crise, la Covid et tout ça, on commence vraiment à voir arriver des gens que même s'ils arrivent à accéder ou à louer ailleurs, ils veulent porter un idéal sociologique, quelque chose où on est connecté, moins isolé. Et on commence aussi à voir émerger, là où nous, en 2012, on était vraiment une poignée d'accompagnateurs. Aujourd'hui, on voit arriver aussi, en fait, l'accompagnement de ces groupes d'habitants devient vraiment un métier.
Je crois qu'on était deux ou trois en 2012. Aujourd'hui, on doit être une trentaine, après avec des pratiques plus ou moins, enfin voilà, un peu différentes. Et ça, c'est un bon signe parce que ça veut dire que ça structure aussi les acteurs en fait de l'habitat participatif en France. Voilà, et c'est en ce sens où avant, quand il y a un projet d'habitat participatif, il était nécessairement porté par un groupe de citoyens qui peuvent après agréger des élus, une collectivité territoriale, etc. Mais aujourd'hui, un projet d'habitat participatif, il peut être impulsé par un tiers, qui peut être une collectivité territoriale, un opérateur social, un opérateur privé, parce que vous le verrez sur le projet des GROU, c'est vraiment l'habitat participatif et coopératif était à l'initiative de notre groupement La Motte et nous, Courtoisie Urbaine. Ça n'était pas du tout une demande politique, ça l'est devenu, mais ça n'était pas au départ. Nonobstant, il y a beaucoup de collectivités aujourd'hui qui s'engagent vers l'habitat participatif en intégrant le réseau national qui existe aujourd'hui des collectivités pour l'habitat participatif, dont la ville de Lille et Rennes sont les moteurs et l'initiateur. Maintenant, le Grand Lyon, Paris, etc. Et on voit aujourd'hui même des plans locaux d'urbanisme qui réservent des parcelles pour des projets d'habitat participatif. Et on voit aujourd'hui, même dans le Genevois, dans les zones tendues, on voit arriver, on l'a vu avec le groupe Lamotte aussi, un appel à projet où, comme il est demandé du logement social, il est demandé d'accueillir une coopérative d'habitants. Et c'est en ce sens où les aménageurs commencent vraiment à réserver des parcelles pour accueillir ce type de projet. J'ai parlé de la loi Allure. Donc, la loi Allure, elle est pour les juristes, elle est assez intéressante parce que vous voyez, là, c'est le texte officiel qu'on trouve donc dans le Code de la construction et de l'habitation. C'est l'article 47. Et en fait, vous voyez, elle est très poétique, en fait. Elle est vraiment... C'est rare, en fait, on est généralement, quand on a le BRS, le PSLA et tout ça, on est vraiment plutôt sur des logiques de revenus plafond, de secteur, etc. Et en fait, c'est une loi qui est vraiment rédigée, qui a gardé, en fait, la substance et l'historique de l'habitat participatif, puisqu'on parle de démarche citoyenne. On parle d'usage commun, de gestion, d'implication dans la définition du projet et de logique de partage et de solidarité entre les habitants. C'est vraiment dans l'article de loi, ce qui est vraiment une première. Et nous, en fait, on a apprécié, en fait, et puis on a participé aussi à tous les groupes de travail de l'époque. C'est salutaire pour nous parce que comme ça, on a vraiment donné pour que tout ne s'appelle pas n'importe comment habitat participatif. Et on sait que voilà, en fait, on ne fait pas de l'habitat participatif s'il n'y a pas du partage, s'il n'y a pas de la solidarité, s'il n'y a pas en fait cette implication habitante on s'en est bien réjoui. Et ce qu'elle a ajouté, la loi Allure, c'est de rendre vraiment acceptable par la loi l'entrée de personnes morales elle a donné un cadre légal à cette imbrication entre personnes morales, donc ça peut être un opérateur social, une collectivité, un opérateur privé, avec des groupes de particuliers. Alors que jusqu'à maintenant, ça se faisait comme ça un peu, on ne savait pas trop. Et donc là, ça a permis vraiment de le rendre complètement conforme avec un article de loi. Et puis la loi Allure, elle nous a donné deux véhicules juridiques. Il y en a un, c'est les coopératives d'habitants, mais sincèrement, elle a juste activé un outil qui existe depuis 1947. Donc, elle a juste lui a donné un cadre un peu plus affirmé. Et puis, elle a inventé, et c'est vraiment un outil d'autopromotion, les sociétés d'attribution et d'autopromotion, les SAA. C'est un nouveau véhicule juridique qui était censé, je le dis bien, c'est là où je vais être critique, c'est qu'il était censé faciliter les échanges avec les banques, les organismes de financement, les organismes de garantie, d'assurance, etc., etc. Eh bien, que nenni, parce que personne n'est formé à ces outils-là. Et la Banque des Territoires, on a pensé qu'elle pouvait, du coup, dans le canton de Genève, il y a des fonds de garantie, en fait, qui existent, qui sont fléchés vers les projets d'autopromotion. Eh ben, vous le verrez dans le cas du Champ-Foulon, en fait, on n'a aucun, il y a eu aucune suite par rapport à ces sujets-là.
Et donc à part un peu vulgariser et donner un cadre légal, en termes d'outils, on est au même point mort qu'avant, hélas. L'habitat participatif en France, il faut savoir que là aussi, contrairement à d'autres pays européens, il est en France vraiment identifié comme un levier pour donner aux ménages une capacité à choisir leur territoire, quartier où vivre. C'est quelque chose qui est devenu de plus en plus rare en France et surtout dans les zones métropolitaines, les grandes aires urbaines, etc. Et vous le verrez même dans certains milieux ruraux, à vrai dire, c'est que, en fait, aujourd'hui, il y a une logique de prix et en fait, on ne choisit plus, on se pose là où on a réussi à louer ou à acheter. Et quand on est dans une démarche d'habitat participatif, on est sur des cooptations très locales, on est sur des complicités avec les territoires, ce qui fait que ça n'est pas possible de ne pas adresser en fait l'offre aux administrés et donc aux personnes qui habitent le territoire ou du moins qui le pratiquent. Donc, ils travaillent, par exemple. Donc, c'est en ce sens où il est plébiscité et c'est pour ça qu'il n'est plus du tout étiqueté politiquement, puisque toutes les communes aujourd'hui veulent servir leur ménage pour les familles qui n'arrivent plus à se loger, etc. La question du logement devient une question de l'habiter. Donc, dans l'habitat participatif, autant quand on est sur une production, on a une approche très quantitative en France. C'est vraiment notre histoire par rapport au logement. Ça date de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut loger, il faut aussi à chaque fois, c'est assez quantitatif et ça peut être fait du coup en dégradant un petit peu la cellule s'il n'y a pas une démarche volontariste de l'opérateur pour l'apporter. Et quand on travaille dans une démarche vraiment participative, la question de l'habiter et de la cellule et des communs devient au cœur des échanges et on prend beaucoup de temps pour la dessiner. Et c'est en ce sens où l'habitat participatif, il est très attractif aussi parce on remet vraiment du temps du projet pour challenger en fait la qualité de chaque mètre carré, la qualité en façade, la qualité de l'espace en plus, etc. Et enfin, quand on travaille sur des projets d'habitat participatif, on est obsédé par la question du coût de revient et de l'effort logement, puisque puisqu'on est vraiment sur une dimension, on sait à qui on va s'adresser. Et donc, on n'a pas cette logique de dire le marché, il peut absorber tant, donc je veux aller tant. On est vraiment, en fait, on est décroissant. On ne va pas chercher à être forcément les plus chers ou les plus onéreux. On va mettre chaque euro là où il faut. Et parce qu'on va toujours avoir ce regard sur la capacité financière de ceux à qui est destiné l'ouvrage. Et c'est en ce sens où il intéresse un peu tous les acteurs parce que c'est quelque chose qui fait consensus aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire que c'est la faiblesse aujourd'hui, en tout cas conjoncturelle en France. Donc ça, voilà, un peu, je pensais que c'était important de vous donner un petit peu comme ça notre coloration nationale par rapport à l'habitat participatif et à l'autopromotion. Et on a convenu avec les organisateurs de vous partager ce projet, le Champfoulon, à l'éco-hameau, en fait, à Saint-Cyr en Arctique et dans le Vexin français. Il faut savoir qu'on est vraiment là en milieu vraiment rural. C'est une commune de moins de 150 habitants dans le Vexin français, qui est vraiment un territoire parc naturel régional, donc protégé, avec une biodiversité, avec un caractère et des villages vernaculaires et des paysages vraiment assez précieux. Et quand on dit ça, forcément, c'est le terrain de jeu des lotisseurs, parce que c'est là où on rêve d'avoir une super maison. Et donc là, vous me voyez arriver sur tous ces lotissements qui grignotent en fait les terres agricoles, qui parachutent comme ça des maisons qui ne sont pas forcément toujours comme c'est cher, le foncier est cher, les maisons ne sont pas forcément de bonne facture. Et nous, on a été activés par la mer à la base et le parc naturel régional, donc la collectivité territoriale. Là aussi, c'est assez intéressant parce que le PNR est de droite, vraiment une droite historique.
la commune, la maire, elle est de gauche, mais les deux, ils sont consensuels pour dire en fait les lotissements, ça défigure nos paysages, ça n'apporte pas de réponse, ça fait pas forcément des habitants qui habitent bien le territoire. On est sur des déplacements pas du tout décarbonés. Et c'est des gens qui bougent parce qu'on crée de la spéculation et donc la mère, et surtout sur cette commune-là, je me rappelle, c'était le premier rendez-vous avec la maire de cette commune, qui est toujours d'ailleurs l'élu de cette collectivité. En fait, c'était aux élections nationales, elle était étonnée de la montée en fait du Front National dans sa commune. Qui est en fait très éloigné de toute problématique qui alimenterait en fait un vote extrême droite. Et en ce sens, elle a décidé de renouveler son mandat pour dire, je dois mettre du lien, je dois mettre du sens. Les habitants aujourd'hui, s'ils votent, c'est parce qu'ils sentent qu'ils sont isolés. C'est des personnes qui vieillissent, qui n'accèdent plus aux services, dont les enfants ils sont très éloignés et qui se voient en fait ou se paupériser ou vieillir sans avoir en fait cette prise de soins autour. Et donc, c'est elle qui a décidé que la dernière parcelle constructible, donc ils ont figé tous les terrains agricoles. Il y a un seul terrain qui fait plus de 3 hectares, qui est ouvert à l'urbanisation. C'est le dernier. Et elle a dit, je vais en fait coopter et je vais faire un éco-hameau participatif. C'est en ce sens, elle nous a demandé en fait d'être les acteurs de ce projet-là avec les moyens financiers et techniques du parc naturel régional du Vexin français. Quand on a commencé à coopter, nous, Courtoisie urbaine, on n'avait pas de montage. C'est-à-dire, on était détendu parce qu'il n'y avait pas de pression foncière, le terrain nous est réservé. On a travaillé sur un modèle économique là aussi pour que la commune, en fait, elle le cède. Alors, il n'est pas donné parce qu'elle-même, elle a besoin de créer une classe, enfin voilà, d'avoir des investissements, gymnase, des choses comme ça. Mais on est très éloigné, en fait, de la valeur, la vraie valeur spéculative, si elle avait vendu ça à un lotisseur. Et c'est en fait après avoir coopté les premiers ménages que on a commencé en fait à construire le modèle, comment on va porter en fait cet éco-hameau. Et c'est les habitants, en fait, qui ont décidé, c'était un peu la phrase, le promoteur, ça sera nous. Donc, l'autopromotion, c'est une aspiration portée par le groupe d'habitants qui viennent un peu de partout. Certains viennent, la dame que vous voyez là devant, elle habite la ville, enfin, elle habite la commune de Saint-Cyr et qui veut juste, en fait, revendre sa maison et aller dans un petit logement et passer à complètement autre chose et rester en fait voilà, dans son milieu social et construire de nouvelles sociabilités. Et par contre, une fois qu'on a dit ça, on a vu que tout le monde en fait ne pouvait pas suivre avec la même façon. Et c'est là où nous, je vais vous montrer comment on a construit un montage juridique qui était vraiment à la carte. En tout cas, chacun se plaçait dans ce montage-là en fonction de son parcours résidentiel, de sa capacité financière. Et donc, c'est le montage qu'on a proposé. D'abord, on a travaillé longtemps avec une association qui préfigurait un petit peu tout ça. Ça, c'est super important parce que l'association, elle permet aux habitants un peu de tester leur capacité à prendre des décisions, leur capacité à devenir maître d'ouvrage. Donc ça, c'est super important d'avoir cette période test qui a duré quasiment 2 ans. C'est-à-dire, on a retardé au maximum la création de l'outil juridique juste au moment, en fait, où on passait aux approfondissements des études et quand on a purgé le permis de construire et on a acheté le terrain. Hein. Donc ça permet vraiment de minimiser un peu les risques et le temps en plus de faire cette association, ça nous permet à la fin de coopter en fait l'ensemble des futurs habitants. Ce qui a été vraiment passionnant sur ce projet-là, et c'est ce que permet la démarche, c'est ce que permet la démarche d'habitat participatif, c'est que quand on est sur une opération classique, on est toujours dans des logiques de commercialité. Et on sait très bien ici, il n'est pas possible d'avoir un centre social, il n'est pas possible d'avoir du service médical
c'est pas possible d'avoir un psychologue, infirmier, d'avoir de l'action culturelle parce qu'on n'a pas, on est très éloigné. Et ça, c'est vraiment notre histoire d'urbanisme en France, c'est que on a trop misé en fait sur des effets métropoles qui concentrent tout le capital culturel, les moyens médicaux, sociaux et tout ça. Et puis les autres où je suis un peu proche et j'en vis, ou sinon je suis éloignée. Et on prend ça comme un boomerang aujourd'hui, puisque ces personnes en milieu rural vieillissent et elles sont complètement isolées aujourd'hui. Elles sont dans une précarité vraiment plurielle, quoi, énergétique, culturelle, sociale, médicale, etc. Et c'est un peu violent. Et aujourd'hui, sur le champ Foulon, on travaille avec des ruraux, mais aussi des néo-ruraux qui n'ont pas envie, en fait, d'être captifs de la mobilité. Il faut avoir deux voitures, voire trois par ménage. Ils n'ont pas envie de cette solution-là. Ils n'ont pas envie de renoncer à l'action culturelle. Ils n'ont pas envie parce que on amène un gamin chez le psy, ça vous prend toute l'après-midi parce qu'il faut l'amener, il faut attendre et il faut le ramener. Là où s'il était en métropole, il irait tout seul et tout ça. Donc en fait, il se posait complètement cette question-là. Et c'est là où on a vu en fait qu'on a fait de la programmation qui apporte aussi du service. Ils sont autosuffisants. C'est-à-dire grâce à leur réseau et à leur propre bagage et leur propre histoire aussi professionnelle, dans le groupe, on a une kiné en fin d'exercice. On a une psychologue qui habite mais qui continue à travailler entre milieu rural et en grande ville. Ils ont trouvé un modèle pour avoir un parc de flotte de deux voitures de la région Île-de-France, donc voitures en partage électrique, etc. Donc en fait, et ça c'est vraiment chouette parce qu'on traite vraiment toutes les questions là sur vraiment qu'est-ce que habiter aujourd'hui en milieu rural, très éloigné des grandes villes et sans fatalité. Et donc la programmation des communs elle a été réfléchie pour servir ces services. Et donc là aussi, ils ont une infirmière qui fait partie du groupe, qui elle, en fait, elle assurerait deux après-midi, par exemple, dans ces espaces communs. Donc leurs espaces communs accueillent du service qui finalement profite à tout le bourg. Et ils ont beaucoup d'acteurs de la culture et de la création aussi dans le groupe qui vont être aussi producteurs, entre guillemets, en fait, d'événements culturels et tout ça. Et donc ramener la culture aussi en milieu rural. Et ça, c'est très satisfaisant de répondre à ces sujets-là tout en répondant en fait à la problématique du logement. Pour l'autopromotion, en fait, le montage qu'on a arrêté, c'est qu'on a créé en fait une société civile immobilière d'attribution, qui est un véhicule en fait qui existe en France et qui est vraiment le maître d'ouvrage global de toute l'opération. Qui est en fait, on est carrément sur de l'aménagement et de la construction, hein, puisqu'on est sur un permis valant division et on apporte des réseaux, enfin voilà, et là on a beaucoup travaillé la question des rejets, la question de l'assainissement aussi écologique et tout ça, donc il y a une montée carrément en compétences vraiment des habitants sur ces thématiques-là. Et à l'intérieur, en fait, de la société civile immobilière qui devient le maître d'ouvrage dans laquelle, en fait, on a des citoyens, et ben, en fait, on retrouve une coopérative d'habitants dans laquelle, en fait, on va retrouver tous les habitants qui n'accèdent pas à des financements en fait privatifs. Parce que la société civile immobilière, en fait, elle fonctionne comme un promoteur. Elle est d'attribution puisque à l'intérieur en fait de cette société civile, chaque ménage apporte en fait des fonds à cette société civile immobilière, mais en rapport avec un lot qui lui est attribué. Et une fois qu'on a livré le projet, la SCIA disparaît et ça devient une copropriété. Et donc, à l'intérieur de cette SCIA, on va retrouver notre coopérative d'habitants dans laquelle ont été agrégés ou bien ceux qui veulent pas du tout, qui veulent être dans un montage coopératif. Il y a dans cette coopérative deux ou trois ménages qui peuvent très bien être sur un modèle moins anti-spéculatif et tout ça, mais qui ont vraiment fait le choix d'être dans la société coopérative. Mais on trouve aussi des personnes qui peuvent payer un équivalent loyer, mais qui ne peuvent pas accéder à un prêt. Et les autres, les associés personnes physiques, en fait, c'est des personnes qui vont chercher leur propre prêt, comme s'ils achetaient à un promoteur, sauf qu'en fait, ils vont apporter ces fonds-là à la société civile immobilière.
Et comme on est en France, et je vous ai donné un petit peu un aperçu, même si la SCIA livre à elle-même, elle doit quand même justifier de garantie d'achèvement et de garantie financière, comme si elle construisait pour autrui, comme un promoteur immobilier. Et c'est en ce sens qu'on a été chercher en fait un opérateur social sous la forme d'un contrat de promotion immobilière qui permet en fait en gros de transmettre à cet opérateur-là tout ce qui est obligation légale du maître d'ouvrage. Euh, Tel qu'on l'a porté comme ça, on l'a porté en 2019. Ça, jusqu'à fin 2019, ça a hyper bien fonctionné. On a trouvé notre contractant promotion immobilière. On a retrouvé le financement pour la coopérative, même si voilà, il a fallu expliquer et tout, mais on a la Caisse d'épargne Île-de-France dans laquelle il y a quelques personnes qui ont cette formation-là et qui ont accepté de financer. Mais on a eu des soucis en fait de financement des personnes physiques où là, en fait, le banquier de base, en fait, celui qui distribue des prêts particuliers, ne comprennent pas du tout ce que c'est une SCIA. Et ça, c'est vraiment ça a été assez ralentissant dans la démarche parce qu'il a fallu vraiment expliquer, former, revenir, réexpliquer, etc., amener la maire avec nous ou l'élu en charge du logement avec nous, etc., etc., pour vraiment rassurer et permettre à ces ménages, parce que ça, c'est vital pour le projet. Et puis après un autre souci, quand on est arrivé, bon bah Covid, ralentissement et tout ça, après le Covid, notre contractant promotion immobilière, eh ben, il a ses propres problèmes, il ne pouvait plus assurer cette mission-là. Et donc, on n'a plus cet appui, cette assise en fait qui nous permettait vraiment de faire face à toutes les contraintes légales, etc. Et je vais vous dire un peu comment le groupe qui a des ressources juste incroyables, comment ces 27 ménages, ils ont réussi quand même à contourner tout ça, mais vraiment avec une énergie impressionnante et louable. Alors, de quoi on parle quand même le projet? Donc là, vous voyez, c'est un grand terrain. Le bourg, il est vraiment juste là. Donc, on est vraiment, la mairie, elle est juste, enfin, vraiment juste par là. Et puis, il y a un château ici. Et donc, dans le projet, donc on est vraiment, déjà, c'était intéressant parce que sur ce terrain-là, là où nous, on fait 27 maisons accolées, imbriquées, etc., un lotisseur, il aurait fait 5 maisons. Donc, on réinvente aussi la densité en milieu rural. Les systèmes d'assainissement, ils sont gérés devant chaque maison. Donc, même les eaux noires, en fait, elles sont gérées écologiquement. Donc, il n'y a aucun zéro rejet, en fait, à l'extérieur de notre parcelle. Et puis, on a notre coopérative qui a pris place ici. Et puis après, on a plein de maisons accolées, faites sur mesure. Donc, il y a des maisons de 50 mètres carrés et des maisons de 80 à 100 mètres carrés. Et partout, on a à chaque articulation, on a des communs. On a un grand commun ici. On en a à chaque extrémité de chaque longère. Et puis, le parc naturel régional du Vexin français, donc les habitants, ils construisent le gros œuvre de cette grande halle et c'est le parc naturel régional qui assure toute la finition avec une école de construction chanvre, etc. Donc, vous voyez, on construit comme ça des alliances vraiment sur mesure. Et ici, il y aura leur flotte de voitures électriques pour mutualiser et sortir en fait de la mobilité carbonée. Et bien, il y a quand même, parce qu'il y a quand même un plan local d'urbanisme, il y a quand même une aire de parking ici qui sert aussi à d'autres usages quand il n'y a pas les voitures. Et puis le grand bassin qui est là, qui est écologique et qui est assez démonstrateur donc dans le PNR du Vexin sur une nouvelle façon en fait de traiter les rejets. Ce qui est assez chouette aussi, c'est que les habitants aujourd'hui, ils sont propriétaires, en fait, ils ont acquis ce terrain et ils le cultivent, en fait, aujourd'hui. Tous les terrains qui vont être plus tard des terrains productifs, il y en a là, il y en a là.
il y en a par là. Aujourd'hui, ils sont déjà en fait cultivés. Donc, ils se retrouvent et ils commencent à les vivre. Et donc, le chantier tient compte aussi de cette qualité agriculture et qualité de ces sols pour ne pas les perturber. Donc voilà, ça c'est les projets et tout ce qui est service est autoproduit par les habitants. Donc en fait, il n'y a aucun local commercial au sens commercial, il n'y a aucune salle de diffusion culturelle, tout est dans les espaces communs qui sont très généreux et qui sont portés financièrement par les habitants. Ça, c'est leur manifeste, hein. Donc, vous le verrez, je ne vais pas tout vous raconter, mais c'est quelque chose, ils ont pris beaucoup de temps à le construire. Déjà, ils sont assez intergénérationnels, il y a vraiment tous les âges. Elle, c'est Muriel, infirmière, donc, qui va justement continuer à travailler à mi-temps sur site. Donc, c'est vraiment travailler sur l'expression d'une citoyenneté forte, sur l'entraide, sur développement des qualités relationnelles, sur la réduction de l'empreinte écologique, sur la mixité sociale, le renforcement des solidarités et bien sûr la laïcité et tout ça qui sont des sujets qui portent très fortement. Et il y a une... Raison d'être collective. Absolument. Ok. Et voilà, hop, et après, voilà, donc c'est pas, il faut savoir que c'est un projet que nous accompagnons depuis 2015. Donc, autant vous dire qu'il faut être tenace et c'est long, c'est usant, c'est dur aussi pour les habitants. Il y a eu, en fait, on s'est pris, enfin, toutes les crises qu'a connues l'Europe ou le monde, etc. Ça n'est pas normal, donc, mais ça, c'est un peu l'autopromotion, hélas, elle peut générer ce genre de complexité, très clairement. C'est pour ça que nous, Courtoisie urbaine, l'autopromotion, on sait l'accompagner quand c'est une volonté portée par le groupe d'habitants. C'est leur volonté, on les forme, on leur dit à quoi en fait ils vont avoir affaire et tout ça, mais on les accompagne. Par contre, si on peut faire autre chose que l'autopromotion, c'est la première chose en fait qu'on va tester parce que en fait, un projet qui met plus de 5 ans à sortir, il devient un peu dangereux parce que les besoins changent, les couples se font, se défont, les gamins grandissent, enfin, sur ce projet, on a tout eu, la hausse du TV, vous savez, nous, on a changé de TVA sur le logement social PLS. On a eu le taux de livret A qui a changé, on a eu la crise du Covid, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu les changements vraiment enfin voilà, le logement, il est assez fragile, il est tout le temps déstabilisé hein, dans les logiques politiques. Et on a été tout le temps ralenti par l'accès au financement, y compris quand on est sur des financements particuliers qui sont censés, s'il y a un truc où la France est championne, c'est quand même la distribution du prêt particulier. Enfin, c'est le produit que toute l'Europe nous envie. Et ben, dès qu'on est sur des projets, même si on est bien, on est plus performant et tout ça, il faut un peu montrer patte blanche, il faut convaincre, il faut former. Personnellement, je passe mon temps à former les banquiers, les assurances, tout ça, parce qu'ils ne comprennent pas, je ne comprends pas. Donc, plutôt que, eh ben, j'essaye un peu en disant, bon, bah, je ne sais pas faire. Et donc, à chaque fois, en fait, c'est un temps fou qu'on ne met pas sur autre chose. Et ça ne devrait plus être le cas. Donc, alors, ça n'est pas un frein, c'est ralentissant. On arrive toujours à s'en sortir. Mais ça, on aimerait bien s'en sortir sans avoir à lutter, quoi. Voilà. Après, Madame Henkel, c'est super intéressant. Je voulais juste vous dire que dans le temps, vous êtes un peu parti parce que j'ai j'ai encore une fini en question. fait, juste dire, Je vous voilà. avais dit, hein. Oui. Eh Hmm. ben, bonne nouvelle, c'est la dernière. En fait, c'est juste, voilà, vous dire D'accord. en fait, il y a ce souci, en fait, des habitants, ils n'ont pas un modèle économique pour faire face, en fait, à l'acier qui a été multiplié par 5, au bois qu'on ne trouve pas et tout ça. Et donc, ça les rend encore plus fragiles, voilà. Et donc, ça, c'est vraiment un des problèmes de l'autopromotion. Et c'est pour ça que nous, on amène beaucoup les habitants vers des alliances comme ici au Grou. Et comme ça me permet de faire la transition avec Marin. Au Grou, on est sur un projet en autopromotion, mais on garde que la gouvernance de projet. Mais tout ce qui est, on achète en fait en vente, en état futur d'achèvement,
le bloc de la coopérative à l'opérateur Lamotte qui a les capacités techniques, financières de faire le dos rond par rapport en fait à tous les aléas qu'on a tous connus en fait dans le cadre de l'exercice en fait dans le cadre de voilà des aléas qui touchent de très près l'immobilier. Et après, voilà, je pense que les coopératives, vous avez... Et en fait, juste pour dire, et C'est là, important. Oui. juste pour dire qu'en fait, sur ce projet-là, c'est vraiment nous qui avons proposé à la collectivité de faire la coopérative d'habitants en autopromotion, mais en alliance avec le promoteur Lamotte, parce que le maire, il voulait absolument avoir les Nantériens. Et les Nantériens, on est sur des ménages assez précaires qui n'acceptent pas et qui ne peuvent pas acheter d'une façon classique. Et la solution était la coopérative d'habitants. Et c'est ce qu'on a mis en place. Et juste vous dire, on avait proposé 10 logements et quand on a fait la première réunion publique, il y avait 100 personnes dans la salle et personne ne s'y attendait. Donc voilà, parfois, en fait, on ne se rend pas compte aussi du changement sociétal qui va beaucoup plus vite que parfois nos pratiques professionnelles. Je passe la main à Marin. Merci, Rabia. Non, mais juste avant pour finir sur le champ Foulon, en termes d'avancement de projet, ça en est où On opérationnellement? est sur la négociation des marchés travaux. D'accord. Et ils font Ok. on fait sans le contrat de promotion immobilière. D'accord, vous faites sans le CPI. Ok. Oui, tout à fait. Par ténacité. Ok, ça marche. Bon, merci. Juste en quelques secondes, je vais faire rapide parce que sur le groupe, ça structure. Donc nous, le groupe Lamotte, on est un opérateur immobilier de l'ouest de la France. On a soit 70 ans d'expérience dans les différents projets qui structurent la ville, que ce soit du résidentiel, du commerce, du bureau, de la logistique et des bâtiments d'activité. Euh, voilà, on est situé sur différentes localités en métropole dans l'arc ouest de la France et à Lyon. Euh, donc, on a développé différentes expertises, comme je vous l'ai dit, donc sur le résidentiel et sur l'immobilier d'entreprise. Notre ADN, c'est vraiment d'être un acteur global avec une forte expertise interne pour accompagner les clients, B2B et B2C de bout en bout lors de l'ensemble de la chaîne de conception des logements, des parcs d'activités et voilà, de l'ensemble de leurs besoins immobiliers euh, pour aboutir à la livraison tout en mettant en place une vraie relation client de bout en bout. Donc, pour faire le lien un petit peu avec ce que disait Rabia en préambule de son explication sur Saint-Foulon, c'est que effectivement, nous, en parallèle de nos clients, donc on est des femmes et des hommes qui sont au service de la ville, des projets, mais aussi, et dans un premier temps, des habitants. Donc, c'est vrai que le projet de Nanterre a été aussi le temps de se recentrer sur le besoin client, la manière dont les gens vont vivre et appréhender les espaces communs qui sont réalisés dans le cadre de nos projets de promotion, parce que la production de logements a été, lors de ces dernières années, euh, de plus en plus industrialisée, de plus en plus cadrée. Mais c'est vrai que nous, on a l'expérience de la réalisation de bons logements faciles à vivre, qui sont vraiment euh, construites de la manière la plus optimale possible pour nos clients, mais on en oublie aussi souvent les différents modes d'habiter, les différentes spécificités de la culture de nos clients. Donc ça a été aussi ce projet de Nanterre l'occasion de se reposer sur ces différents modes d'habiter. Donc pour votre information, je ne sais pas si vous situez un petit peu bien la ville de Nanterre, mais donc on est sur l'extrême opposé du projet de Saint-Cyr, c'est que on est dans un secteur donc dans le 92, donc qui est le plus gros département de l'Île-de-France. On est sur une zone d'aménagement concerté qui est opérée par Paris La Défense. Donc, c'est l'opérateur qui s'occupe de l'aménagement de tout l'arc de la Défense et aussi de certains périmètres dans Nanterre.
Donc, et on est sur une ancienne zone d'activité, une zone industrielle, avec des pollutions de sol, des zones imperméabilisées. Du coup, on n'est pas du tout sur la même euh, promesse et on est vraiment sur de la réhabilitation urbaine et du renouvellement urbain. Donc, Nanterre, ça a été l'occasion d'expérimenter la mise en pratique de différents modes de collaboration avec nos futurs habitants, mais aussi des montages particuliers, comme le disait Rabia, avec différents degrés d'implication de la part des habitants. Donc, la collaboration autour de grands projets communs qui concernent les parties communes de nos différents bâtiments, la co-conception avec des clients en accession libre et la coopérative d'habitants avec un agrément social lié à cette coopérative. Donc, juste en quelques secondes, l'organisation du projet. Donc, on est sur 6 bâtiments. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc le bâtiment A à gauche, le bâtiment B en haut avec la crèche, les bâtiments C et D, le bâtiment E et le bâtiment F. Donc, on a 6 bâtiments, 2 copropriétés, 148 logements, une crèche de 600 mètres carrés au rez-de-chaussée du bâtiment B, un local artisanat, mais aussi, en plus de tous ces espaces un peu euh, classiques, on a donc 2 jardins partagés, dont un verger, une grande salle commune à destination de l'ensemble des 2 copropriétés. Euh, donc, la seule spécificité, c'est qu'on a souhaité garder, parce que vous le voyez au milieu du projet, on est traversé par un mail public à destination de l'ensemble de la ville. Du coup, on a souhaité garder l'autonomie des 2 parties du projet. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé 2 copropriétés, mais qu'on a régi via un document de gouvernance qui est commun aux deux règlements de copropriété des 2 parties du projet. Donc, comme je vous l'ai dit, les différents modèles qu'on a souhaité pousser avec Rabia dans ce projet nécessitent des degrés de co-conception différents et une implication dans la genèse du projet qui est différente. Donc là, vous pouvez voir en abscisse le planning un petit peu macro du projet et en ordonnée le degré d'implication et le degré de co-conception et de participation des différents clients. Donc on voit que, comme l'a dit Rabia, le parcours de la coopérative, c'est vraiment un parcours sur le temps long. Donc ils ont été intégrés peut-être entre 6 mois et un an après qu'on ait été lauréat du concours. Et donc ils nous ont accompagnés même avant le dépôt du permis de construire. Alors que la partie co-conception, elle a été faite après avoir obtenu une autorisation administrative et un permis de construire. Et on a construit à l'intérieur de ce bâtiment qui avait été validé, on a construit l'ensemble des logements en fonction des possibilités financières de nos clients. Et donc, suite à ça, après, a commencé à intervenir donc le parcours classique de l'accession libre pour le reste des logements. Et enfin, par la suite, le parcours locatif avec les logements que nous avons vendus en bloc à un opérateur intermédiaire et à l'opérateur social de la ville. Donc, ce qu'on a mis en place pour l'ensemble des 2 copropriétés, c'est vraiment des organes de décision et de concertation qui sont différents et qui ont des objectifs différents. Donc, le conseil des voisins, l'association dédiée qui va faire l'interface sur la partie espace commun avec le syndic et, euh, et donc le syndic de la canopée qui va enfin, et le syndic de copropriété qui va s'occuper vraiment de la gestion technique et financière euh, du projet Monsieur suite Truand, à on la a une livraison. question. Est-ce que c'est OK si, Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, juste pour que ça soit clair, donc le, le concours portait plus ou moins sur la carcasse, si je comprends bien, y compris la façade, et puis à l'intérieur de cette carcasse, il y avait moyen de faire son logement, parce que c'est quelque chose de très inhabituel à Luxembourg. Effectivement, en fait, sur l'ensemble des bâtiments, donc on a travaillé
les espaces communs, vraiment la structure des bâtiments avec l'ensemble des logements. Mais sur le bâtiment F qui est à gauche du verger partagé, donc le bâtiment le plus bas, on a laissé l'opportunité, on a défini des tailles de cellules sans Mhm. rentrer dans la conception fine des logements. Et cette conception-là, elle a été faite avec les clients au fur et à mesure de la conception technique du bâtiment. Et c'est Ok, l'architecte qui a réalisé des ateliers de travail avec notre direction commerciale pour qu'on puisse mettre en parallèle les capacités financières du client et ce qu'on peut mettre en place en termes de réalisation technique dans les logements. ok, merci. Donc voilà, suite à cela, on a vraiment, avec Rabia et son équipe, travaillé sur le règlement de copropriété, comment le simplifier, le rendre compréhensible. Il y a eu un gros travail aussi avec notre géomètre sur le sujet. Et donc à ces deux règlements de copropriété, on a intégré comment on l'a appelé ce document, une fiche de convention, gouvernance, une convention de gestion. convention, voilà, une convention de gestion qui nous a permis d'intégrer toutes les flexibilités qu'on voulait donner à la gestion de la copropriété euh, et vraiment donner des petites entorses à des règlements classiques de copropriété qui sont gérés exclusivement par un syndic. Donc, euh, donc ça nous a permis de laisser aussi l'opportunité, et ça va être le cas lors de la première AG dans quelques mois, l'opportunité aux différents copropriétaires de voter pour le système de gestion qu'ils souhaitent. Quel est le niveau d'implication qu'ils souhaitent donner au syndic de copropriété? Est-ce qu'ils veulent réaliser des tâches par eux-mêmes? Et quel est le modèle de gestion qu'ils souhaitent pour la salle commune, pour les différents espaces vergers et potagers communs? Quel est voilà, le degré d'investissement que le syndic aura le droit enfin, voilà, définir le périmètre entre le syndic et l'association. Donc, au fur et à mesure des travaux, on a réalisé différents ateliers, que ce soit sur les espaces communs ou sur vraiment les modalités de gestion avec les différents copropriétaires. Euh, les copropriétaires, enfin, les copropriétaires de l'accession libre se sont joints à la démarche au fur et à mesure des ateliers, au fur et à mesure de la communication qu'on a fait en phase de chantier. Donc, on a vu la dynamique se créer au fur et à mesure euh, et les acquéreurs, enfin, les membres de la coopérative d'habitants du bâtiment F en ont été les piliers et, et ont été d'un dynamisme qui a permis d'intégrer les autres habitants à la démarche. Donc, lors de ces ateliers, on a aussi intégré la ville, l'aménageur, afin qu'ils puissent aussi euh, intégrer les préceptes de ce qu'on voulait mettre en place et, euh, et avoir des retours des habitants sur leur propre périmètre qui concerne bah, les espaces publics, le groupe scolaire, voilà, que ça leur permet de s'imprégner des besoins des futurs habitants. Voilà ce que je voulais dire dans les grandes lignes. Après, on peut reparler effectivement du modèle, des modalités de construction, il n'y a aucun problème. Mais Rabia, je te laisse peut-être prendre la suite les modalités exactes, peut-être un focus un peu plus précis sur la coopérative en tant que telle, qui a été mis en place. Si souhaitez, en tout cas, c'est possible. Enfin, n'hésitez pas s'il y a des questions. Voilà, s'il y a des questions parmi les participants, ce sera le moment. Donc, voilà. Oui, je sais que c'est une question un peu très terre à terre, mais dans une des photos que vous avez montrées, il y a une conduite d'eau usée, je suppose, qui perce la dalle. Voilà, ici. Est-ce que ce sont des eaux usées qui proviennent de l'appartement du dessus et puis ça sera fermé par un plafond, un faux plafond? Ou oui, En fait, au-dessus, vous avez une terrasse végétalisée. Et donc, ok. du coup, c'est la reprise des eaux de pluie de la terrasse végétalisée. Mais Mais donc, c'est un espace commun quand même.
là, c'est dans l'espace commun. Du Ok. coup, ça va être effectivement, on va mettre en place un faux plafond acoustique de toute manière pour gérer Mhm. la thermique et l'acoustique. Ouais. Non, parce que la question, c'est effectivement, chez nous, ça fonctionne avec des millièmes et donc ça serait pas possible, par exemple, si c'était un logement privatif. Donc, c'était ma question. En France, c'est pareil. Si Oui, oui, c'est c'est pareil. collectif, ok, Pareil. ça va. Oui. Hmm. Là, c'est la salle partagée, en fait. Ok. Oui, mais alors ça fait du sens. Oui. Oui. Et il n'y a Merci. personne en haut. Ouais. Mais j'espérais aussi d'un autre côté qu'il y avait peut-être certaines simplifications, parce que ça permet parfois de faire des plans un peu plus attractifs. Mais c'est vrai que acoustiquement et au niveau de la copropriété, c'est compliqué. Ouais, et puis nous, en France, on a quand même des réglementations PMR qui sont très contraignantes, enfin qui sont très contraignantes, qui sont légitimes pour adapter les logements aux personnes à mobilité réduite. Hein, je ne le mets pas du tout en cause, mais effectivement, les personnes doivent faire fi de ces contraintes-là. Même on l'a vécu beaucoup dans la co-conception des logements. Euh, les habitants nous disent, mais oui, moi, Pas je besoin. veux rendre ça plus compact, j'en ai pas besoin, etc. Oui, mais effectivement, nous, on est obligé de faire dans un cadre réglementaire qui ne donne pas non plus 100% de marge de manœuvre aux clients, effectivement. Mais c'est une des raisons pour lesquelles, quand on regarde les plans en France, par exemple, les salles de bain sont toujours assez grandes. On Oui. cherche en vain des baignoires, ou alors c'est vraiment dans le segment luxe, etc. Donc il y a quand même, au niveau de la législation PMR, vous l'avez déjà depuis beaucoup plus longtemps, et à Luxembourg, on est en train un peu oui, de la découvrir et de se plaindre, mais on est, je crois, en Europe, les derniers à l'appliquer. Donc, En fait, voilà. actuellement, ce qu'on constate, c'est que, en tout cas, ces réglementations nous fait construire 3 à 4 mètres carrés de plus par Voilà. logement. Mhm. Et Oui, effectivement, c'est des choses sur lesquelles, si le client le décidait, il pourrait être exempt de ces contraintes et qu'on puisse aussi construire des logements plus petits pour pouvoir voilà, subventionner des modifications dans d'autres logements si les personnes étaient à mobilité réduite ou réaliser un fonds d'investissement pour pouvoir, un fonds de dotation pour mettre en place des travaux par la suite. Il y a des différents modèles qui sont possibles, mais effectivement, c'est un peu contraignant. oui, Madame mais ça Marquez avait permet une aussi question. aux gens de rester dans leur logement parce que moi, ce qui m'intéresserait, c'est que combien de gens déménagent de leur logement et de leur entourage uniquement parce que justement, ils n'ont pas accès à leur douche ou qu'il y a une marche d'escalier. Enfin, je le sais par expérience personnelle que c'est parfois un truc vraiment bête, mais qui implique des travaux de rénovation énormes ou enfin, de modification énormes alors que ça aurait pu être fait dès le départ. Madame Marquez, allez-y. Oui, bonjour. En fait, moi, j'avais une question par rapport au financement des espaces communs. C'est-à-dire, j'imagine que les frais de fonctionnement des espaces communs sont répartis entre les résidents ou pas? Vous parlez Moi, de gestion, de fonctionnement ou d'abord de comment ils ont été proposés? non, non, je pense à tous les espaces, les espaces communs, enfin Par exemple, la salle de les bain. petites salles que vous mettez un Ouais. peu partout pour la rencontre des résidents. Alors, pour le Champ-Foulon, tout est autogéré. Et ces mètres carrés-là, c'est de la mètre carré surface de plancher, hein, à part deux ou trois endroits où c'est ajouré parce que c'est des locaux vélos ou des choses comme ça. Sinon, tous les autres, en fait, c'est vraiment de la surface de plancher qui vont nécessiter des coûts pour être construits, pour lesquels on paye des taxes aussi, d'urbanisme, etc. Et donc, ils sont répartis au départ, en tout cas pour le projet Champ-Foulon en autopromotion, ils sont répartis sur l'ensemble, en fait, avec équité, sur l'ensemble, en fait, tout le monde achète ces espaces-là.
D'accord? Et ils sont des espaces communs. Et après, dans la gestion, c'est de l'autogestion. Je peux peut-être vous montrer un exemple d'un exemple qui vit un projet qu'on a livré. En fait, après, les charges sont supportées par exemple ici, enfin, les charges sont supportées avec moyennant une participation aux frais. C'est-à-dire, c'est autogéré, donc on va limiter au maximum. On ne paye pas quelqu'un pour les faire fonctionner. Par contre, leur fonctionnement nécessite enfin, des fluides, des assurances, enfin voilà, de l'entretien, etc. Et là, c'est la participation aux frais. J'utilise, donc je paye un petit peu, mais je paye quand même. Et c'est ce qui permet en fait d'avoir un modèle économique pour faire face à ces dépenses dans une démarche bien sûr non lucrative. On est juste à l'équilibre, hein. Donc ça, c'est vraiment le modèle le plus répandu. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, qui était vraiment pas du tout évident sur la forêt des Groux, c'est que ils ont des communs, donc les communs ordinaires, donc ça, voilà, pardonnez-moi, les communs ordinaires et tout ça, donc ça c'est normal. Et en fait là, on a fait une salle commune, et en plus cette salle commune, on l'a définie vraiment, c'est ce que j'appelle une définition sincère. On n'est pas sur 30 mètres carrés, un peu perdu entre la cave et le hall. Que personne, on n'a pas réussi quoi en faire, donc on va en faire la salle commune et du coup, il n'y a pas d'usage. Là, c'est un endroit hyper bien situé, il n'y a personne qui habite au-dessus. Donc, elle va vraiment permettre beaucoup d'usages. Elle a sa propre terrasse, son propre accès, et donc elle va avoir des frais. Donc, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on a dit, on va tout permettre pour que si les habitants ils souhaitent vraiment la faire fonctionner et se l'approprier, pour qu'elle échappe à la copro qui est assez bête et méchante en fait par rapport à tout ça, puisque j'utilise ou j'utilise pas. Si c'est le syndic qui la gère, il doit être payé pour la faire fonctionner. Et si même si je n'utilise pas, eh ben, je vais quand même payer parce que c'est des appels de charge complètement en fait déconnectés de la réalité de l'usage. Là, on a été chercher très en amont et c'est tout l'intérêt de cette démarche, c'est que c'est un travail qu'on a commencé il y a 3 ans, on ne connaissait pas encore les habitants, on a tout préparé pour que s'ils veulent rien faire, parce que on peut pas, c'est pas une injonction, le vivre ensemble et tout ça. S'ils veulent rien faire, et ben ça bascule en mode fonctionnement classique, comme ce qu'on vient de dire, et puis ils auraient choisi ça. Ou bien il y a une dynamique, ce qui a été un peu le cas, puisque l'association elle est créée aujourd'hui, c'est l'association qui a une convention, on lui donne toute la gestion avec ses adhésions et avec sa grille. Si j'utilise pour une fête le soir, l'hiver, eh ben, je vais payer plus que si j'utilise l'été pour 2 heures de coworking où je ne vais rien consommer en termes de charges. Donc déjà, on met une justesse dans cette participation. Et en plus, si moi, j'y vais jamais parce que j'ai un super appartement, j'en ai jamais besoin, j'y vais une fois par an juste pour la fête des voisins, eh ben, je vais rien payer. Mais si j'en ai besoin parce que mon appartement est petit et tous les anniversaires de mes enfants, toutes mes AG d'association et tout ça, je les fais là-bas, eh ben, je vais participer aux frais. Et c'est vraiment ça l'idéal qu'on souhaite porter et qu'on a tout préparé et pour lequel on se réjouit. Les habitants, ils ont été vraiment au rendez-vous. Et par contre, ici, sur ce projet-là, ce qui n'est pas le cas sur d'autres projets. Nous, en fait, là, c'est quelque chose que l'opérateur, il a absorbé à l'échelle de toute l'opération. C'est-à-dire, frontalement, il n'y a pas cette logique où les habitants achètent des mètres carrés espace partagé. C'est-à-dire, ça a été tout de suite, en fait, intégré dans le coût de revient et puis il n'y a pas une recherche de rentabilité sur ces 90 mètres carrés-là. Mais par contre, nous, on a d'autres projets où chaque habitant achète 2 à 3 mètres carrés en plus qu'il verse dans le panier commun. Et parce que dans une petite opération, on ne peut pas avoir une salle commune et en plus, il n'y a jamais rien de gratuit en réalité. Donc, enfin voilà, c'est des logiques qui sont pas pérennes. Donc là, en fait, chacun achète un logement et une quote-part en fait de mètres carrés espace partagé. Et les habitants, on se rend compte aujourd'hui, vraiment, on a un retour d'expérience quand c'est des espaces très qualitatifs, bien lumineux, sécurisés, agréables à vivre, ils ne sont pas des espaces résiduels, mais des espaces nobles, ils mettent jusqu'à 20 000 euros en plus quand ils en ont les moyens, quitte à renoncer à une place de parking pour certains, pour permettre en fait l'émergence de ces espaces communs. Et parce que en réalité, les appartements, inéluctablement, ils sont de plus en plus petits.
C'est-à-dire, c'est un leurre de croire que du jour au lendemain, on va faire des grands appartements parce que le mètre carré à construire, de toute l'histoire de l'énergie et des coûts de revient, il n'a jamais été aussi cher. Le foncier n'a jamais été aussi cher. Donc, ce sont les communs qui sont l'avenir aujourd'hui du service de l'espace en plus. Et si on le fait bien, on y arrive. En fait, ma question, bon, parce qu'on essaye d'avoir également des espaces communs ici à Luxembourg, mais je dirais que les prix d'achat des logements sont tellement élevés pour différentes raisons. Et je me posais la question si les habitants arrivaient en fait à financer ces espaces c'est les construire, ça, à la limite, on peut l'intégrer dès le départ, mais ensuite, pour que l'espace continue à vivre et à être utilisé, s'il s'agit d'une population, je dirais, qui a des difficultés de remboursement, est-ce qu'il y a, je dirais, une crainte, enfin, j'imagine que vous avez dû penser à Ouais, cette effectivement, situation. c'est, c'est aussi pour ça que, comme l'a dit Rabia, actuellement, donc le modèle, il est défini pour que le syndic refacture l'ensemble des prestations de gestion de ces espaces au prorata de la surface des deux projets. Et après, ça se fait au tantième que représentent les appartements dans les différentes copropriétés. Par contre, l'opportunité qu'on a laissée et qui est beaucoup moins onéreuse pour les habitants, c'est que c'est que le modèle peut être réalisé exclusivement par eux, par des dynamiques locales et du temps plutôt que des prestations qui sont sous-traitées à d'autres entreprises. Et quand on regarde sur un cycle de 50 ans, la segmentation entre le coût de la construction et le coût de l'exploitation, comme vous l'évoquiez par la suite, on sait que le coût de la construction représente à peu près 20% de l'ensemble des coûts que va représenter un bâtiment sur les 50 prochaines années. Du coup, effectivement, il est important de se poser la question de comment réduire ces 80% qui représentent l'ensemble des coûts d'exploitation du bâtiment sur 50 ans. Et donc, nous, on a laissé, en tout cas, sur les espaces communs, l'opportunité aux gens de pouvoir compenser ce prix par du temps et une dynamique commune et du vivre ensemble, effectivement. Je ne sais pas si ça apporte un peu plus de précision à votre question, mais Oui, oui, mais en fait, ça suppose qu'il n'y ait pas de flexibilité, c'est-à-dire que les résidents restent sur place, enfin qu'il n'y a pas un mouvement important, parce que s'il y a un turnover assez important, moi je ah me oui, pose vraiment effectivement, la je pense, question, ouais. je me pose La vraiment la pérennité, ouais. question à la longue, si Mm. ces espaces où il y a de l'argent qui a été investi seront toujours utilisés. Et en fait, dans ma réflexion, c'était aussi de me dire, mais peut-être c'est bien de mettre ces espaces à disposition et si on constate que ça ne marche pas, parce que les gens ne sont pas obligés de vivre comme on a envie, peut-être que la solution, c'est d'en faire un autre espace, enfin, qui soit donné, je ne sais pas, pour des services sociaux, enfin, donné, mis en location pour quand même trouver un usage, quoi. Que ce soit Oui. quelque part une petite mixité fonctionnelle qui puisse être apportée, quoi, si jamais ça ne marchait pas, voilà. C'est intéressant, mais on l'a évoqué ensemble. Oui, en fait, ce local-là, par exemple, on peut imaginer parce qu'il va avoir le RER et l'axe, enfin, on est le premier lot d'un quartier qui va accueillir, je crois, 10 000 habitants, enfin 10 000 familles à long terme et tout ça. Donc, il peut tout à fait devenir un local commercial, par exemple, enfin, typiquement, enfin, il a une valeur. Ou un local associatif, hein. Ou un local associatif ou en fait juste pour nous en tant qu'accompagnateurs on fait ce qu'on appelle en fait un tableau de préfiguration des charges, c'est-à-dire en fait on va vraiment, c'est-à-dire les habitants
Ce que vous dites là, ils nous le demandent tout le temps. C'est-à-dire combien ça coûte, combien ça va me coûter. Et si mes voisins échangent, enfin, c'est la réalité. Et donc, on ne peut pas du tout être dans une bulle isolée où tout le monde est beau, tout le monde est gentil et tout va fonctionner parce qu'eux, ils se posent vraiment le bruit, le prix. Est-ce que ça va marcher, etc., etc. Donc, nous, en fait, on fait ce qu'on appelle vraiment une préfiguration des charges parce que c'est nous qui leur disons est-ce que c'est une adhésion annuelle à 10 euros, à 50 euros ou à 1 euro et combien ils doivent payer et tout ça parce qu'ils ne savent pas et en même temps, il faut pour qu'ils fonctionnent qu'ils aient ces infos-là. Donc, et après, comment dire, ce local commun, il va générer un petit peu de charge vraiment minime s'il ne fonctionne pas, mais ça serait triste qu'on fasse tout ça pour rien. Mais en fait, s'il génère des charges, c'est parce qu'il est utilisé. Et donc, la base qu'on a proposée, c'est de mettre une logique entre ceux qui utilisent et ceux qui payent. Par contre, là, par exemple, on a un projet, enfin, on a deux projets sur Gennevilliers, sur un territoire vraiment beaucoup plus modeste. En termes, enfin, c'est vraiment, on est dans le 92, mais on est vraiment 20% plus bas que le revenu médian. Et donc, nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a conseillé les opérateurs, c'est de ne pas faire de salle commune. Parce que, en fait, on a vu très vite que, vu le public cible, ça ne va pas marcher. Mais on n'a pas renoncé au commun. On a été, en fait, amplifier ce qu'on appelle les communs ordinaires. On a dit plutôt que de faire un hall, juste un meuble quasiment à boîte aux lettres qui permet juste de passer, on les a dilatés. C'est un espace non chauffé, donc qui coûte moins cher, etc. Et on en a fait un espace agora dans lequel, en fait, on va commencer à accueillir des associations qui apportent du service, un endroit où je peux me poser pour permettre à deux, trois cours communs de maths pour les gamins, pour faire une réunion d'AG et tout ça. Du coup, ça a coûté rien. Ça rentre complètement dans les charges. On n'a pas créé vraiment tout un réseau et tout ça. Et au niveau des paliers, comme il y avait des endroits et tout, on a dit mettez des petits endroits où les gens ils peuvent se poser, où la petite mamie isolée ou le monsieur isolé il peut sortir, mettre un peu des endroits qui permettent la coveillance. Donc en fait, c'est pas parce que, enfin, c'est vrai que la salle commune apporte des charges. Il faut que la copro paye des taxes là-dessus. Et nous, ce qu'on appelle, on a le syndrome de la salle commune en France. Quand on a des projets comme ici où il y a 180 logements, on a de la place, on a réfléchi la salle commune comme un espace noble, magnifique, qui ne peut que inviter à être utilisé, on le fait parce qu'ils sont nombreux à se partager. Donc, rien que ça, c'est déjà 80% en fait de la démarche. Mais quand on est sur des petits projets, sur un public précaire, on déconseille, alors qu'on est censé être les gens qui portent la salle commune, on dit non, ne faites pas de salle commune. Parce que ça ne sera pas un cadeau de leur donner une salle de 90 mètres carrés alors qu'ils sont 50 à se la partager. Ça ne marchera pas et ils vont déjà être essoufflés pour payer les charges, etc. Par contre, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de salle commune qu'il n'y a pas de commun et on peut mettre du commun dans un cœur d'îlot, on peut mettre du commun sur une terrasse. C'est une Ouais, question sur de une toiture, conception. Voilà, il y a d'autres projets sur lesquels on exploite plus la toiture que des espaces. c'est Parce ça. que effectivement, ça nous coûte moins cher en termes, enfin, ça coûte aux habitants moins cher en termes de gestion. Et nous, ça nous permet aussi de rentabiliser ces surfaces-là pour pouvoir aussi baisser les prix des logements, hein. C'est un équilibre global à trouver. Mm. Mais effectivement, le projet de Nanterre, il y a un accompagnement de courtoisie urbaine aussi sur les 2 premières années de la copropriété qui va aider à fluidifier tout ça. Mais vous avez raison, Madame Marquez, je pense qu'il faudra aussi, au vu de la population, enfin, là actuellement, on est sur une population en résidence principale à plus de 60%. Du coup, c'est le bon public pour essayer de créer cette dynamique. On a mis les choses en place, que ce soit dans les méthodes, dans l'administratif et dans l'accompagnement pour pouvoir cadrer au maximum tout ça. Après, effectivement, je pense qu'il faudra qu'on tire aussi les enseignements de cette méthode et de ce qu'on a mis en place d'ici 3 ans pour se dire, est-ce que effectivement l'individualisme est revenu au galop assez rapidement et la dynamique n'a pas perduré, ou alors est-ce qu'on a lancé quelque chose de différent et un vivre ensemble voilà, plus fort, c'est sûr.
Moi, j'ai encore une question. Je peux la poser? Oui. Oui. Nous, on remarque, enfin, d'une manière générale, qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui sont en home office et les appartements ne sont pas très adaptés. Et il y a aussi un besoin d'avoir des coworking spaces et du home-based business, etc. Est-ce que vous concevez, par exemple, les logements du rez-de-chaussée pour permettre également à ouvrir un ou deux espaces pour faire du home-based business jusqu'à un Sapaclap ou un truc pareil? Je te laisse répondre, Marin, et après je compléterai moi. En tout cas, la salle commune, nous, on l'a prévue pour pouvoir accueillir les habitants qui le souhaitent pour faire du télétravail. Euh, Après, dans la conception des logements à rez-de-chaussée, on essaye du mieux possible de réaliser dans la conception des salons et des chambres des alcôves permettant la mise en place de bureaux pour le home office. Après, qu'est-ce que vous entendez dans les mesures spécifiques sur les rez-de-chaussée? Bah, ce que je remarque, c'est qu'il y a soit des gens qui restent à la maison parce qu'ils sont en télétravail, et on a d'autres qui sont dehors, et puis les enfants, voilà, ils sont là, ils veulent peut-être pas manger à la cantine, d'autres non plus. Donc moi, j'ai remarqué qu'il y a des idées qui circulent pour faire une espèce de petit lunch club ou supper club où il y a une dizaine de gens qui vont manger chez quelqu'un contre rétribution. Mais c'est vrai que faire à manger pour 10, 15, 20 personnes, ça génère des odeurs, ça génère du bruit, etc. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est en train de s'installer parce que je sais que, par exemple, à Tel Aviv, c'est quelque chose de très, très populaire où les gens vont même avec leur assiette et leur couteau et leur fourchette chercher à manger et puis s'assoient dans la cuisine au rez-de-chaussée. Et ça donne évidemment une ambiance très chouette au niveau des rez-de-chaussée parce que ça anime aussi l'espace public de manière très Ah, informelle. d'accord. Hmm. Ça Alors, pourrait juste, être un exemple. ouais, en fait, c'est marrant parce que nous, une fois, ça nous est arrivé un projet à Torcy qu'on suit actuellement et on est sur la phase après aménagement. Et en fait, on a fait travailler, donc il y a un local commun qui est en plus un peu descendant, c'est l'aménageur qui oblige d'avoir un local commun, personne n'a demandé ça et tout. Donc, nous, on n'aime pas trop quand c'est comme ça parce que, enfin, on rame pour pour agréger, expliquer tout ça. Et puis les gens, ils n'ont rien demandé et tout. Nonobstant, voilà, on s'est retrouvés, on a dit, bon, bah, va falloir donner une utilité et rendre ce local une opportunité. Et pour ne pas se limiter, en plus, il y a beaucoup de locataires, enfin de bailleurs, on ne connaît pas les locataires, etc. Eh ben, on a ouvert la réflexion aux trois immeubles voisins. Et donc, on a quatre immeubles qui ont été invités. Et c'est un immeuble qui propose ce local commun. Et c'était assez marrant parce que l'intention qui a vraiment fait consensus et plébiscité même par tout le monde, c'est les gamins qui rentrent de l'école à qui je ne veux pas donner la clé parce qu'ils sont tout petits. C'est-à-dire, ils peuvent rentrer tout seuls parce qu'ils passent par une venelle, ça craint rien. Mais par contre, je ne veux pas les laisser et donc ça devient garderie, une heure, enfin un peu les jointures, ce qu'ils ont appelé les jointures. Et c'est vrai qu'on a vu, et c'était beaucoup de locataires du parc social, des personnes qui ne peuvent pas payer une nounou pour 45 minutes. Et après, comment il y a un parent qui s'occupe un peu de tout le monde et comment ça peut tourner, etc. Et c'est vraiment ce qui a été retenu le plus par un peu tout le monde pour ce genre de choses. Après, pour tout ce qui est senior, ça c'est récurrent. C'est vraiment repas, convivialité, tout ça, manger ensemble. C'est quelque chose qu'on a régulièrement. Le projet que vous voyez en place, c'est un immeuble qu'on a livré il y a 6 ans maintenant. Et en fait, ils ont énormément, énormément, énormément d'espaces communs. Et dans ces espaces communs, il y a un peu tout. Il y a l'office, un espace de travail, en fait, tout petit, qui sert aussi à autre chose et qui a été beaucoup utilisé par les parents pendant le confinement et qui ont des tout petits enfants, des jeunes enfants, et qui faisaient semblant de sortir pour aller travailler, mais qui allaient travailler dans le local, en fait, commun en disant au revoir et ils reviennent le soir et tout ça. Et c'était une façon en fait de s'extraire des obligations familiales et des gamins un peu, enfin voilà, c'était par exemple, ça c'est un peu les témoignages.
Les témoignages qu'on a, c'est que ces espaces, si c'est tout le temps ouvert, tout le temps accessible, et de permettre l'expression d'usage qu'on n'a pas réfléchi, c'est vraiment la clé pour ces projets-là. C'est-à-dire, plus on essaye de sécuriser les usages et tout ça, plus en fait, finalement, là, on pense verrouiller, on va mettre l'intensité de l'usage. C'est là où on devient bloquant. Et par exemple, l'Arche en Lille, c'est une salle qui a une terrasse d'été et une terrasse d'hiver. Donc, celle d'hiver, elle est plein sud et celle d'été, elle est en plein nord, qui est accessible depuis le hall et depuis l'extérieur, qui est tout le temps allumée et à laquelle on accède avec le même vigique pour passer dans l'immeuble. Ce qui fait qu'en fait, il disait qu'il y a tout le temps du monde et que l'adhésion, elle permet en fait de payer les charges jusqu'à maintenant et donc ça fonctionne. Ils ne cherchent pas du tout à rentrer dans un cycle comme par exemple là, on est en train de réfléchir sur Nanterre, il y a le temps du coworking, le temps des gamins, il y a juste des horaires à pas dépasser. Et je pense que cette spontanéité est un peu la clé et bien sûr la maîtrise des charges. Et surtout, je ne sais pas si vous avez ce souci-là au Luxembourg, c'est que en France, les bailleurs, notamment surtout sociaux, mais en fait c'est tout le monde, ils ne peuvent pas répercuter des charges qui sont issues d'espaces communs. C'est-à-dire, enfin, c'est-à-dire, dans le quittancement, il n'y a que les espaces d'usage exclusif qui sont 100% répercutés en fait sur le locataire. Quand on est sur des choses comme ça, qui est l'ordre de vivre ensemble et tout, il n'y a pas de modèle économique. Et donc, même si la salle commune, elle coûterait 3 000, 5 000 euros en plus pour le bailleur, il ne peut pas aller chercher cet argent-là auprès des locataires. Ce qui fait qu'il fuit ce qu'on appelle les locaux résidentiels communs et passer par des instances comme l'association dans laquelle le locataire est responsabilisé, il adhère, il utilise, il paye, c'est une solution aussi de pérennité par rapport à tout ça. Pour que, en fait, la personne, voilà, qui est précaire, elle n'y va pas et tout ça. Enfin, vous voyez, donc, en tout cas, voilà un peu l'état de la réflexion de ce côté-là. Eh ben, merci beaucoup. C'était vraiment beaucoup d'informations et d'une belle vision de tout ce qu'on peut faire si on a assez de patience et de bonnes idées et des alliances sur mesure, comme vous avez dit, ça c'était intéressant. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Oui, bravo. Je rejoins à Christine. C'est vraiment super ce que vous avez réalisé. Donc voilà. Merci, c'est pas fini. Oui, c'est clair. C'est tout un projet qui perdure. En tout cas, merci Merci. beaucoup pour toutes ces Et à informations. vous. Merci.